Bonjour et bienvenue dans cette session de la track francophone de reInvent cette année. Cette session est un tout petit peu différente des autres parce qu'elle est présentée par un AWS Hero. C'est quoi un hero, un héros AWS? Ce sont des clients, des partenaires d'AWS qui partagent avec le reste de la communauté leur savoir-faire, leur retour d'expérience, ce qu'ils ont appris au niveau technique. Pascal Martin est un de ces héros, il est basé à Lyon en France et dans sa session, il va parler d'architecture et de résilience. Pascal, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Pascal, et aujourd'hui je vais vous parler d'applications résilientes dans un monde partiellement dégradé. Mais avant de commencer, une petite histoire. Il y a de nombreuses années, un beau matin, un collègue et moi prenons notre voiture et quittons Lyon. Nous partons chez un client. Nous avons un petit peu de route à faire, mais nous savons que nous allons travailler toute la matinée, dur avec ce client. Si nous allons chez lui, c'est pas pour rien. Tout de même, en cours de route, nous sommes français, nous aimons manger, nous pensons au repas du midi, au repas que nous allons faire tous ensemble, au bon repas que nous allons faire tous ensemble. Au bout d'un moment, nous arrivons chez notre client et nous commençons à travailler dur, à réfléchir. Les choses se passent bien, jusqu'au moment où notre client nous demande de lui garantir que notre application fonctionnera toujours. Mais vraiment, garantir que l'application fonctionnera toujours. Et là, on se regarde, mon collègue et moi, on hésite un petit peu, on dit à notre client, mais on ne peut pas vous garantir que l'application fonctionnera toujours. Vous l'aurez deviné, la suite de la demi-journée s'est pas si bien passée, et on a fini par manger sur un fast-food sur une aire d'autoroute. Aujourd'hui, je suis lead DevOps chez Bedrock, ex-M6 Web, et on travaille sur une plateforme de VOD qu'on vend en marque blanche à des broadcasters européens, dont en France Sisplay.fr. Entre 2018 et 2020, nous avons migré cette plateforme vers AWS et Kubernetes, et je raconte cette histoire, cette aventure, dans un livre qui s'appelle Le Plan Copenhague. Vous avez l'adresse à l'écran. Mais si je reviens sur mon histoire, là depuis bientôt 10 ans, j'ai réfléchi. Peut-être que j'ai mûri, même d'une certaine façon. Et aujourd'hui, moi aussi, je veux que mon application et ma plateforme fonctionnent toujours. Alors fonctionner toujours. Parlons de neuf pour commencer. Quand on dit « ma plateforme a 4 nœuds de disponibilité », ça signifie qu'elle est disponible 99,99% du temps. Autrement dit, avec 4 nœuds de disponibilité, j'ai droit à 53 minutes d'indisponibilité sur l'année. Ou alors, si on calcule la disponibilité par mois, j'ai droit à 4 minutes 43 d'indisponibilité par mois. J'aime autant dire, il ne faut pas se planter dans une mise à jour. Et alors la disponibilité, ça peut se compter de différentes manières. On peut dire, bien sûr, le service est opérationnel X 9% du temps, c'est ce qu'on vient de faire. Ou alors, on peut compter que X 9% de requêtes réussissent. Ou alors, peut-être un petit peu plus compliqué, on peut dire que X% des requêtes répondent avec succès en moins de Y millisecondes. Ou même, dans le monde de la vidéo, on peut dire que X% des vidéos se lancent avec succès. Et ces indicateurs, c'est des indicateurs un petit peu techniques, et si on essaie de penser un petit peu plus à nos utilisateurs, est-ce qu'on n'arriverait pas à des indicateurs comme ceci? Par exemple, sur un site e-commerce, X% d'ajouts au panier réussissent. Ou alors, quand je vais sur un site de presse, je m'attends à ce que mes pages articles s'affichent en moins de 1 seconde et demie, par exemple. Ou même, quand je vais au restaurant le midi, je m'attends à ce que mes tentatives de paiement avec ma carte bleue réussissent. Et vous pouvez avoir une très bonne disponibilité. Si votre heure annuelle d'indisponibilité tombe juste au mauvais moment, vous ferez les titres de la presse. Le site de déclaration des impôts, je suis sûr qu'il fonctionne très bien tout le temps. Mais il a suffi qu'il tombe en panne pendant peut-être 1 heure, le dernier jour à la date limite, et c'est passé dans la presse. Et ce qu'on fait dans nos métiers, en fait, ça joue sur la vie de nos utilisateurs, de nos clients.
Imaginez une panne dans un data center américain vous empêche de rentrer chez vous parce que votre verrou connecté refuse de s'ouvrir. Si ça vous arrive juste au moment où vous essayez de rentrer chez vous après une dure journée, je vous garantis, vous ne serez pas content. En réalité, les neufs n'ont pas tellement d'importance si nos utilisateurs ne sont pas contents. Alors bien sûr, on va dire, et si on mettait des microservices? Est-ce que les microservices ne résoudraient pas tous nos problèmes? Eh bien, non. Imaginons ce cas. On a un utilisateur qui essaie d'accéder à une page web qui dépend d'un web service, d'une API peut-être. Et on se demande quelle est la disponibilité théorique de ma page web. Alors on sait que la disponibilité théorique de l'API, du service web, est de 4.9. Jusque-là, on se dit fort logiquement, ma page web doit avoir une disponibilité de 4.9 et tout le monde est content. Ok, très bien. Maintenant, un petit peu plus compliqué. On a toujours une page web, mais qui dépend de 2 web services. Nos équipes de développement sont très fortes, chacun des 2 web services a 4.9 de disponibilité, donc 53 minutes d'indisponibilité théorique par an. Et on pourrait se demander, quel est le taux de disponibilité théorique de ma page web? Eh bien, attention, il y a un piège, les 2 taux de disponibilité se multiplient, et ma page web a donc un taux de disponibilité théorique qui ne contient plus que 3.9. Attention à ça. Et jusque-là encore, c'est assez simple, page web de service. Mais si vous pensez un petit peu plus à vos architectures, plus ou moins microservices, ceux que vous manipulez tous les jours au travail sans doute, est-ce que ça ressemble pas un petit peu plus à ça? Et alors là, quelle est la disponibilité théorique de cette page web? Eh bien, bon courage pour les calculs. Mais n'oublions pas que chacune de nos API, chacun de nos services ABCD, dépend en réalité d'autres services. Par exemple, nous dépendons de bases de données relationnelles, de Redis pour du cache, d'Elasticsearch et d'autres choses. Et là, quelle est la disponibilité théorique de votre plateforme? Et si vous lisez les SLA de Amazon RDS, donc le système de base de données relationnelles d'Amazon, vous verrez que les instances multi-AZ sont disponibles avec un taux de disponibilité mensuel d'au moins 3.9,5. Donc, si un de vos services dépend fortement de RDS, il ne peut pas garantir 4.9 de disponibilité. On revient un petit peu sur le schéma, en continuant à réfléchir, il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé. Dans vos configurations, dans vos API, dans votre code, vous ne référencez pas vos bases de données, vos serveurs Redis et Elasticsearch par leurs adresses IP. Vous utilisez un joli nom de domaine. Eh bien, pour résoudre ce nom vers l'adresse IP, vous dépendez d'un service DNS. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une requête SQL en base de données, auparavant vous faites déjà une requête DNS. Et les requêtes DNS aussi, des fois ça peut échouer. Je vous repose la question, quelle est la disponibilité théorique de votre plateforme? Et je vous souhaite bon courage pour la calculer. En fait, si tous vos microservices communiquent les uns avec les autres en temps réel, vous avez juste créé un monolithe distribué. Et les systèmes distribués, c'est facile, hein, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas facile. Mais alors, dans le vrai monde, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, il y a un petit peu plus d'1 an de ça, j'étais avec un collègue à une conférence à Londres qui s'appelle la KubeCon, et un des premiers speakers qu'on a entendu nous a dit « Les choses vont échouer, c'est un fait. » Oui, d'accord. Puis on enchaîne avec une autre conférence, et la personne sur scène nous dit « Tout va échouer si vous lui laissez le temps. » 2 conférences. Et puis la suite, une autre conférence. À l'échelle, les choses échouent beaucoup. Et là, on se regarde, on discute entre nous, on compare nos notes, et on se dit en fait, tout le monde a des problèmes. Toutes les plateformes qu'on voit sur Internet ont des problèmes. Et on a des gens qui viennent de grosses boîtes qui nous le disent. C'est peut-être normal, il faut peut-être s'y préparer, s'y attendre.
Et je vous propose donc cette citation, qui donne le titre de ma conférence, et qui dit que les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels. Ils existent dans un état constant de service partiellement dégradé. Dans vos gros systèmes distribués, il n'y a jamais tout qui marche. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. À vous de le gérer. Alors, reprenons. Une page web, un utilisateur. Et là, votre page web dépend d'un service, qui dépend d'un deuxième service, qui dépend d'une base de données. Puis vous avez un troisième service qui dépend du premier. Mais tout va bien. L'utilisateur est content. Mais à un moment, vos développeurs déploient une nouvelle version de l'application A qui devient folle. Et elle interroge B encore et encore et encore et encore et encore. B interroge donc beaucoup sa base de données, et la base de données s'écroule. Forcément, en cascade, l'application B tombe, l'application A qui en dépend tombe, l'application C tombe aussi, et vous venez de planter complètement votre site. Les utilisateurs ne sont pas contents. Il y a quelque chose que vous aviez oublié. Il y a plusieurs années de ça, pour faire plaisir à un partenaire, vous avez développé un petit web service qui vient lire des données dans votre base de données. Vous savez, celle qui s'est écroulée. Et ce web service, il est utilisé par le site web de votre partenaire, qui a aussi des utilisateurs. Puisque votre base de données s'est écroulée, ce web service partenaire s'est écroulé, et félicitations, avec une petite mise à jour d'une de vos applications, vous avez également cassé le site de votre partenaire, dont les utilisateurs ne sont pas contents. C'est le moment où un CEO appelle un autre CEO et où tout le monde crie dans l'entreprise. En fait, quand vous avez mis à jour votre application A et que vous l'avez cassée, son rayon d'explosion, son blast radius, est l'ensemble de votre plateforme, plus la plateforme de votre partenaire. Si vous parvenez à réduire le blast radius de chacune de vos API, vous verrez que votre plateforme se comportera d'autant mieux. Mais alors, un petit peu de vocabulaire tout de même. Parlons de SLI, le Service Level Indicator. Un SLI, c'est une mesure qualitative d'un aspect du niveau de service. On mesure qualitativement un aspect du niveau de service. C'est difficile et ça demande de savoir faire des compromis. Utiliser des taux, des moyennes, des percentiles, ce genre de choses. Alors si on essaie de mettre ça en application, des SLI, qu'est-ce que ça va être? Eh bien voici quelques exemples. La latence, c'est un indicateur. Il faut X millisecondes pour répondre à un type de requête donnée. Le taux d'erreur, c'est un autre indicateur. X% des requêtes échouent. Le débit, nous savons répondre à X requêtes par seconde. C'est aussi un indicateur. La disponibilité dont on parlait tout à l'heure, un indicateur. Puis la durabilité, c'est aussi un indicateur. On a X% de chances qu'un fichier existe encore sur disque après 1 an. Tout ça, ce sont des indicateurs. Ils vous donneront des informations sur la santé de votre plateforme. Une fois qu'on sait regarder ces indicateurs, on peut en place définir des objectifs, des SLO. Donc un SLO, c'est une valeur cible pour un niveau de service mesuré par un SLI. Et alors attention, définir des objectifs, c'est quelque chose de difficile. Et demandez-vous, quel effort êtes-vous prêt à fournir pour atteindre ces objectifs? Ça ne sert à rien de définir des objectifs si on ne se donne pas les moyens de les atteindre. Mais en même temps, les SLO, c'est juste des indicateurs avec des valeurs. Donc je reprends exactement les exemples de SLI que j'avais juste avant, et je colle des valeurs dedans. Je vais avoir comme objectif de répondre en moins de 25 millisecondes à un type de requête, ou que moins de 0,01% des requêtes échouent, ou je vais avoir pour objectif que mon application sache répondre à au moins 250 requêtes par seconde, ou que mon service soit disponible 89% du temps, et ainsi de suite. Donc des objectifs. Et ces SLO, c'est extrêmement puissant. Ça vous permet de définir un budget. Ce budget, qu'est-ce que c'est ce budget? Eh bien, si votre niveau de service est supérieur à un objectif, c'est génial. Vous avez le droit de casser des choses. Vous pouvez développer, vous pourrez expérimenter. Votre application se comporte mieux que son objectif. Allez-y, lâchez-vous.
Mais à l'inverse, si votre niveau de service est inférieur à votre objectif, cela signifie que vous n'avez plus le droit de casser des choses. Il faut donc arrêter les nouveautés et stabiliser votre plateforme. Ces objectifs ont une vraie valeur. Et enfin, très rapidement, SLA. On parle toujours de SLA et c'est généralement un abus de langage. Un SLA, c'est uniquement un contrat qui est passé avec un utilisateur. Ce contrat spécifie des conséquences si les objectifs ne sont pas atteints, et très souvent, ces contrats sont liés à des décisions business ou produits. Alors si on essaye de remettre un petit peu tout ça dans une seule phrase, ou deux phrases peut-être, SLI, SLO, SLA, eh bien on peut dire notre API doit répondre avec succès à 99% des requêtes reçues pendant un mois calendaire. Vous avez un indicateur et un objectif. Puis maintenant, définissons un contrat qui va être en cas de non-respect de cet engagement, un geste commercial ou quelque chose. Bien sûr, parlez-en avec votre service légal, ne copiez-collez pas ceci dans vos contrats. SLI, SLO, SLI. Alors maintenant, une fois qu'on a des indicateurs et des objectifs, c'est le moment de mettre en place des alertes. Et quand je dis des alertes, je dis pas Slack doit ressembler à une guirlande de Noël tous les matins, parce que quand ça arrive, on part au café. Non. Une alerte, ça doit arriver uniquement quand il faut intervenir. Je vais prendre deux exemples. C'est deux métriques. L'application A consomme 30% de CPU, et l'application B consomme 90% de CPU. Maintenant, deux questions pour vous. Laquelle de ces applications est la meilleure? Et faut-il réveiller une personne d'astreinte pour intervenir? Eh bien, je ne sais pas répondre à ces questions. Pas possible. 30% c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, 90% pareil. Je ne sais pas. La vraie question qui est importante, la question que vous devriez vous poser, c'est quel est le ressenti des utilisateurs? Et c'est ça qui compte, pas un pourcentage CPU. Alors, comment est-ce qu'on améliore la résilience? Eh bien, avec beaucoup de courage, et voici quelques pistes. Reparlons microservices. J'en ai un tout petit peu parlé, je vais en reparler. Souvent, quand on dit microservice, on pense à ça. Page web qui appelle une API A, qui appelle en temps réel une API B, qui dépend d'une base de données. Et quand la base de données s'écroule, B s'écroule, enfin A s'écroule, toute la plateforme s'écroule, rien ne va plus. Ceux-ci, A et B, ne sont pas des microservices. C'est un monolithe distribué. Vous n'avez pas d'indépendance entre vos services. À la place, notre architecture devra ressembler à ça. Notre page web tape sur une API. Et c'est tout. Cette API est un microservice. Ailleurs, vous avez un autre logiciel avec sa base de données. Et en cas de modification sur ce logiciel ou sa base de données, mettez en place un mécanisme asynchrone qui pousse les informations vers A. Cela signifie plus de travail, vous l'aurez deviné, puisque A doit stocker des informations en local. Mais l'immense avantage, c'est que si B s'écroule, bien A continue à fonctionner. Le schéma en bas de l'écran, vous avez A qui est un vrai microservice. Et comme le dit cette citation, bien des microservices sans communication asynchrone reviennent au même qu'écrire un bon vieux monolithe. Deuxième piste, du cache. Vous faites plein de lectures en base de données, elle est potentiellement un petit peu chargée, protégez cette base de données avec du cache. Je sais que beaucoup d'entre vous y ont pensé. Mais attention, assez souvent on voit ce schéma. On fait plein de requêtes sur une base de données, on met en cache pendant 60 minutes, la base de données va très bien, et puis au bout de 60 minutes, le cache expire, et bam, on refait plein de requêtes en base de données. Et puis 60 minutes après, le cache expire, on refait à nouveau plein de requêtes en base de données. Avec ça, votre application va être soit très lente toutes les 60 minutes, soit vous allez prendre un énorme serveur de base de données qui ne servira à rien pendant 59 minutes. Ici, à la place, au lieu de stocker les informations en cache pendant 60 minutes, on les stockait en cache pendant une durée un petit peu aléatoire, entre 54 minutes, 55, 56, 58, 62, 63, je sais pas. Ça permettrait d'étaler beaucoup la charge. Bien sûr, au démarrage de l'application, le cache est froid, il faut tabasser la base de données. Vous pourriez préchauffer ce cache.
Mais ensuite, vous allez étaler l'expiration de vos entrées de cache, et votre serveur de base de données ne sera plus surchargé, votre application ira bien. C'est ce qu'on appelle du random jitter, utiliser des durées de cache aléatoires, un petit peu plus ou un petit peu moins que votre durée de cache normale. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait à du cache? C'est quelque chose qu'on peut mettre en place ailleurs. Vous savez, les crônes de 4 heures du matin. J'ai déjà vu des serveurs où tout était surchargé à 4 heures du matin, alors que tout se passait très bien le reste de la journée. Eh bien oui, au lieu de lancer des crônes n'importe quand dans la journée, on s'est dit on va tous les lancer à 4 heures du matin, au moment où il y a le moins d'utilisateurs sur notre site. Et du coup, à 4 heures du matin, tout remet. Là aussi, étaler un petit peu la charge tout au long de la journée. Et une autre idée. Vous faites des requêtes HTTP, des requêtes en base de données, et ces requêtes, des fois, échouent. Eh bien, réessayez ces requêtes après tout, pourquoi pas? Puis même, allons un petit peu plus loin, si vous avez une requête qui met trop longtemps, arrêtez cette requête et réessayez-la. Peut-être que ça répondra beaucoup plus rapidement, ou juste que ça répondra la deuxième fois. Alors attention à un piège tout de même. Imaginons que vous avez des requêtes qui réussissent, et puis des requêtes en échec au bout d'un moment. Vous allez faire ce que je viens de vous dire, vous allez réessayer des requêtes. Ok, peut-être qu'elles réussiront la deuxième fois. Mais si elles échouent à nouveau, et que vous réessayez, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous réessayez tout plein de requêtes qui continuent tout le temps d'échouer, et que vous avez très peu de requêtes qui réussissent. Et ça va peut-être aller jusqu'à un point où, au bout d'un moment, plus rien ne réussira, parce que vous surchargerez complètement vos serveurs avec des requêtes en réessai. Et là, bien sûr, votre application s'écroule complètement. Donc, réessayer en cas d'échec, oui, mais avec un nombre limité de tentatives, et en attendant de plus en plus longtemps entre les réessais. Si une requête échoue, réessayez 5 millisecondes plus tard. Si ça échoue à nouveau, 10 millisecondes plus tard. Si ça échoue à nouveau, 20 millisecondes plus tard. Et puis arrêtez. Et si vous en avez la possibilité, pourquoi ne pas juste arrêter de faire des choses? Mettre en place un mode dégradé sur votre application. Je vais vous montrer à quoi je pense. Imaginez un site de presse. J'ai bossé sur des sites de presse il y a pas mal de temps, ça ressemble un petit peu à ça en général. Vous avez un contenu textuel, ce qui intéresse vos utilisateurs. Vous avez un diaporama, vous avez un blog de publicité, vous avez des mises en avant, vous avez un flux d'actualité, vous avez les dernières news sur Twitter, vous avez la météo, des publicités, d'autres publicitaires, plein de trucs. Et imaginons que le serveur de publicité rame un petit peu. Eh bien, et si juste vous n'affichiez pas cette publicité? Au lieu d'avoir un site entier qui rame, une expérience utilisateur qui en souffre, n'affichez pas la publicité. Et puis si votre serveur est un petit peu surchargé, peut-être que le flux d'actualité il peut sauter. Et puis vous pouvez continuer à enlever des choses, encore, et puis les diaporamas et machin. Au bout d'un moment, il va rester le contenu textuel, pas tout ce qui allait à côté, mais l'utilisateur aura quand même ce qui l'intéressait. Un petit peu moins de valeur pour lui, mais beaucoup plus de valeur que pas du tout. Et quand je dis plus de valeur que pas du tout, c'est vraiment plus de valeur qu'un gros message énorme qui dit « On est désolé, notre serveur est surchargé, revenez plus tard ». Ou même un message du navigateur qui indique que votre serveur est même plus en mesure d'afficher une page d'erreur. Pensez à vos utilisateurs. Et quelques exemples de modes dégradés, des choses qu'on voit sur des vrais sites. Imaginez, vous avez une liste de souhaits que vous essayez d'afficher sur un site, et vous ne parvenez pas à charger les données d'un article. Ne l'affichez pas, affichez les 9 autres. Si vous êtes sur un panier, un utilisateur qui essaie de passer commande, et pareil, vous avez un problème sur un produit, permettez à l'utilisateur d'acheter les autres. Et puis le lendemain, quand vous avez réparé le problème, envoyez un mail à l'utilisateur en lui disant « On est désolé, hier on a eu un petit problème, aujourd'hui on vous fait une promotion pour que vous achetiez ce produit, 10% moins cher. » L'utilisateur, il sera aux anges. Vous avez gagné un client fidèle. Et puis dernier cas, afficher des données non personnalisées. J'en prends l'exemple du site de presse. « Bonjour monsieur Martin dans le bandeau du haut. » Ok, c'est sympa, mais en général ça sert pas à grand chose. Un mode dégradé, ça peut aussi être des fallbacks. Par exemple, une version statique d'un site. Imaginez, votre application dynamique s'écroule, peut-être qu'afficher une version statique générée il y a 1 heure, c'est mieux que rien. Peut-être. Sur une appli mobile, peut-être qu'avoir des données par défaut côté client, c'est mieux que rien aussi. Dans certains cas, peut-être que ça peut marcher. Peut-être que pour vous, ça peut marcher.
Et puis, repensons au cache. Vous avez des données en cache, même si elles ont expiré, c'est peut-être pas si horrible. Peut-être qu'une donnée qui a 61 minutes au lieu de 59 ou 60, ça répond à un besoin de l'utilisateur. Bien sûr, vous devez vous demander quels sont les impacts sur la satisfaction utilisateur et sur les performances business. Et là, ça veut dire que vous devez savoir mesurer ces impacts. Autrement dit, vous avez besoin d'indicateurs et d'objectifs business. Les SLI et les SLO, ce n'est pas que pour les équipes techniques. Et puis encore une idée un petit peu courageuse. Page web, application A, application B, base de données. Imaginons la base de données rame un petit peu, et si vous jetiez à la poubelle complètement 10% du trafic qui entre sur la plateforme, ça permettrait peut-être à la base de données de revenir et à votre application de survivre. Il vaut mieux 90% d'utilisateurs contents que personne ne voit votre site. Mettez en place de la redondance. Vous savez, vous avez une application qui tape sur une base de données, créez un read réplica de cette base de données. Si la base de données primaire s'écroule, basculez sur le read réplica. Avec RDS, c'est facile, ça vous coûte 2 fois plus cher, mais c'est facile. Et puis enfin, redondance un petit peu extrême, au lieu d'héberger votre application uniquement en France, pourquoi ne pas l'héberger dans d'autres pays d'Europe? Après tout, si, je sais pas, un tremblement de terre écroule Paris, votre application continuera à répondre depuis Londres et Francfort. Vous aurez peut-être d'autres problèmes, mais votre application continuera à fonctionner. Et puis vous pouvez même aller plus loin et déployer votre application dans plusieurs endroits du monde. Si l'Europe entière est emportée par une météorite, bon, pareil, vous aurez d'autres problèmes. Un bon point avec ça, c'est que vous pouvez répondre aux requêtes de vos utilisateurs depuis des serveurs qui sont proches d'eux, et ainsi améliorer leur expérience. Attention tout de même, copier des données en Europe, ça va assez vite, quelques millisecondes ou dizaines de millisecondes. Copier des données dans le monde entier, c'est plutôt de l'ordre de la centaine de millisecondes ou plus. Et puis prévoyez que tout peut et que tout va casser. Ayez cet état d'esprit. Plus les pannes sont fréquentes, mieux vous saurez les tolérer. Et donc, amusez-vous à provoquer des pannes, ça vous entraînera et votre plateforme sera ainsi plus résiliente. Conférence AWS, parlons du cloud très rapidement. Le cloud, c'est génial, c'est élastique, c'est auto-réparable, haute disponibilité, tout ça. Bien sûr, tout se paye, les SLA sont variables ou non fixées, et ça introduit potentiellement de la complexité dans votre architecture. À vous de voir. Et puis, quels sont nos objectifs en tant qu'équipe? Mon objectif, c'est pas de coder une API, c'est pas de configurer des serveurs, c'est pas de déployer une application. Non, mon objectif et l'objectif de mes collègues, c'est de fournir un service. Donc tous tendons vers un seul métier. Arrêtons de dire « je suis développeur, je suis administrateur système ». Non, travaillons ensemble pour nos utilisateurs. Et puis une petite dernière pour la route que j'aime beaucoup. Choisissez des technologies ennuyeuses. À 3h du matin, quand vous allez être réveillé par l'astreinte, vous serez content d'avoir un bon vieux MySQL qui marche, plutôt que le truc NoSQL à la mode que vous n'avez encore jamais utilisé. Et puis malheureusement, ça arrive, en cas d'incident, c'est la vie. Communiquer en interne, entre collègues qui interviennent, dans l'entreprise, en externe, communiquez régulièrement, faites des points de suivi. Ne paniquez pas. Si vous avez des solutions toutes prêtes que vous avez déjà documentées, suivez ces documentations et ces procédures. Dans tous les cas, réfléchissez, agissez en pair. C'est pas le moment de faire une bêtise. Allez-y prudemment, même si c'est un petit peu stressant. Et puis prenez soin de vous. On fait beaucoup moins d'erreurs quand on a bien et quand on a suffisamment dormi. Donc gardez des collègues en forme pour intervenir. 3 personnes qui bossent pendant 1 heure ou 2 sur un incident, elles seront fatiguées. Passez la main à 3 autres collègues. Une fois l'incident terminé, rédigez un post-mortem, une timeline de votre incident, avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tirez des actions d'amélioration. Ça vous servira pour que cet incident ne se reproduise pas, et aussi pour tous les incidents futurs, parce que vous en aurez d'autres. En conclusion, nous avons du boulot. C'est comme ça. Et je réalise que j'ai pas défini ce que c'était la résilience. Eh bien, la résilience, c'est l'histoire de la panne qui n'est pas arrivée. Et je voudrais juste vous rappeler cette citation que j'aime beaucoup, vraiment. Les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels.
ils existent dans un état constant de service partiellement dégradé. Merci à toutes et à tous.